présenter un peu en attendant, vu que je t'ai posé pas mal de questions, on a à peu près le même âge. Moi, j'ai aussi un parcours pas mal consultant, télécom média, ce que je te disais, où j'ai beaucoup bossé sur la télémobile. J'ai fait ça pour Alcatel, pour la Commission européenne, pour TF1, pour SFR, pour TDF. J'ai même été un temps directeur délégué du pôle télé de Lagardère. D'accord. Au moment des appels à candidature télémobile, où il y avait vraiment les chaînes et on espérait qu'elles soient attribuées, qu'elles soient lancées. Au final, elles n'ont jamais été lancées. Les opérateurs et les chaînes de télé ne sont jamais mis d'accord là-dessus. Donc, j'ai fait quasiment 10-12 ans de conseil là-dessus, en indépendant. Et à côté de ça, moi, j'ai une marque de bijoux que j'ai créée en 2002. Qui existe toujours. Enfin, au début, c'était des bondieuseries du monde entier. Et c'est devenu une marque de bijoux. Il y a eu des hauts. Au démarrage, on a été très, très à la mode. Avec les journaux de 20 heures aussi. C'était vraiment très kitsch. La marque, c'est pas comment les Litchi. Litchi, mais pas comme la plateforme de paiement. Nous, on a le Litchi, LITCHI.com, et on avait une boutique dans le Marais, et c'était vraiment une caverne d'Alibaba, des bondieuseries. Donc, on avait des Jésus, des Ganesh, des Shiva, des Vierges de Lourdes, des Lingam, etc. On a fermé la boutique du Marais. On avait fait les vitrines du printemps avec Christian Lacroix et des Jésus en skateboard dans les vitrines. Enfin, ça a été des années assez rigolotes. Puis on est devenu marque de bijoux et on fait plus que du gros. Avec là, de nouveau, il y a une période de nouveau up, et puis là, on est de nouveau en down. On va voir ce que ça donne. Mais ça a 16 ans comme projet. Et sinon, en autre projet entrepreneurial, j'ai monté une start-up éditrice de logiciels dans les podcasts mobiles. On a bossé avec SFR, on a failli être financé par SFR, puis ça s'est pas fait. Entre autres parce que Apple avait lancé l'iPhone, et donc les podcasts mobiles avaient trouvé leur smartphone de choix. J'ai fait un autre éditeur de logiciels dans le monitoring des énergies renouvelables. Un truc qui avait vachement bien démarré, et on avait eu gagné des prix aux États-Unis, etc. Et Sarco a tué le photovoltaïque fin 2011, donc tous nos clients qu'on avait déjà signés et tout ont fait quasiment faillite dans la foulée, ce qui a été difficile pour maintenir la boîte. Donc on l'a pas fermé, on l'a vendu 2 ans après, mais c'est suite à ça que j'ai monté 1 minute 30, qui est ma 3e ou 4e boîte. Donc j'en ai un peu plus que toi, mais quand même beaucoup moins de succès. Et 1 minute 30 elle maintenant marche pas trop mal. Donc ça, c'est quoi la création du 1 minute 30 2012, au début, j'étais vraiment tout seul. Je faisais mes articles de blog dans mon coin. Et j'essayais d'apprendre ce que c'était l'inbound en le faisant, parce que vu que je venais du conseil télécom média, j'avais pas une vraie expertise digitale, une vraie expertise web. Donc ça a été vraiment hands-on pour apprendre et finalement essayer de proposer à mes clients ce que je faisais pour moi et vice-versa. Et puis ça a plutôt bien pris en termes de trafic. Il a fallu que j'apprenne à vendre. Donc je n'étais pas mauvais au marketing, mais j'étais pas très bon vendeur. Donc j'ai mis quand même 1 ou 2 ans à craquer comment réussir à vendre dans un métier très compétitif où les patrons d'agence sont souvent des très bons vendeurs. Et puis j'ai trouvé un des trucs qui m'a permis de craquer la vente, entre autres un bouquin qui s'appelle Win Without Pitching. Et donc travailler sous cette logique d'atelier, packager les choses, etc. Ce qu'on a un peu encore industrialisé aujourd'hui. Et donc ça nous a permis de grandir, d'avoir des beaux clients que je t'ai cité tout à l'heure. Et là, on est à un nouveau palier, quoi. D'où ce lancement. Et pourquoi c'est tout flou? Ah, c'est mieux. Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, on était encore en train de discuter et de se présenter avec Olivier Goy. On va encore attendre 2-3 minutes avant de lancer ça complètement. C'est toi le maître du temps. Voilà, on va attendre 14h05, quelque chose comme ça. Juste un peu pour introduire, avant qu'on rentre vraiment dans des expériences entrepreneuriales, comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat, tes études et un peu avant Je suis arrivé très vite à l'entrepreneuriat, parce que j'y suis arrivé quasiment en début de vie professionnelle à 26 ans. Et à l'époque, autant aujourd'hui c'est assez classique, autant c'était une vraie exception à l'époque. Ah oui, c'était les 2000. Non, c'était pas une exception. C'était avant l'éclatement de la bulle. L'éclatement de la bulle, c'était 2000. Donc en 2000, c'était la norme. Ouais, c'était la norme. Mais un truc qui m'a toujours marqué, c'était Jérémy Pérébi, qui devait avoir 16 ans, qui passait à la télé parce qu'il était entrepreneur à 16 ans, ou super jeune. Donc non, c'était vraiment... C'était dans l'air du temps de l'époque. D'accord. Alors ça s'est vite refermé, c'est vrai, sur cette époque-là. Ça s'est refermé, ça s'est ouvert. Ouais. Comme quoi,
tout se répète. Ouais, entrepreneur à 26 ans, après une petite année passée dans l'univers du capital risque chez Partech, en l'occurrence. D'accord. Venture, font le capital risque. D'accord, et c'est pour ça que tu me posais la question. Exactement, qui était un peu un fil rouge pour moi, parce que Partech, c'était mon premier employeur, l'actionnaire de ma première société qui s'appelle 123 Venture, maintenant qui était rebaptisée 123 Investment Manager, et qui est également actionnaire de la deuxième aventure entrepreneuriale qui s'appelle Lendix, dont on va pas mal parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Le temps passe, ça monte pas encore beaucoup, on va encore, encore un peu attendre. D'accord. Et toi, tu avais fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait une école de commerce. D'accord. J'ai failli devenir expert comptable. D'accord. Et heureusement, j'ai croisé la route de deux choses qui ont changé ma vie professionnelle en allant faire des études en échange à Montréal, à HEC Montréal. J'ai découvert le web. D'accord. C'était un truc plein d'avenir. Et j'ai découvert le capital risque, le private equity, même au sens large. Et je me suis dit, c'est deux trucs que j'adore. Donc voilà, c'était aussi l'autre fil rouge. Et tu as découvert ça j'ai découvert ça au Canada. D'accord. C'est là où j'ai appris à faire mes premiers sites internet que je faisais pour me faire un peu d'argent de poche. Et puis j'ai découvert le capital risque. Et très vite, quand je suis revenu pour chercher mon premier job, c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez Partech, parce qu'avec un petit vernis web, un petit vernis financier. Tu avais le quart d'heure d'avance sur les autres. J'avais le quart d'heure d'avance sur tous les autres. C'est ce qui m'a permis de passer les sélections. C'est toujours important, le quart d'heure d'avance. C'était juste un quart d'heure d'avance, c'était pas plus. Je sais même pas, c'était pas que 5 minutes d'avance, mais je les avais. Super. Bon, on va commencer. Donc aujourd'hui, je suis ravi de faire ce 4e webinaire de notre série Hypercroissance avec Olivier Goy. Olivier Goy est le fondateur de Lendix, qui est partenaire d'1 minute 30 pour financer nos projets. On va en parler en cours de ce webinaire. On va aussi parler d'entrepreneuriat, d'hypercroissance, parce que comme Olivier vient de l'évoquer, c'est un serial entrepreneur avec 2 succès à son actif. Un confirmé et un encore à confirmer, mais avec la levée de fonds qu'il vient de faire, il a quand même des chances de réussir à le confirmer. En tout cas, il y a des gens qui parient sur le fait que tu réussisses à confirmer ce succès. Olivier qui a fondé 123 Venture en 2000 et Lendix en 2014. Exactement. Donc 2 belles aventures entrepreneuriales dans le domaine du financement et des fintech. Très précurseur, donc au-delà du partenariat qu'on a mis en place entre nous pour financer nos projets, je trouve que c'est intéressant de commencer à continuer cette discussion autour de l'entrepreneuriat, ce qui t'est amené à être entrepreneur, de nous raconter un peu tes 2 projets, parce que tout le monde ne les connaît pas nécessairement, ce que fait 123 Venture dont tu es détaché aujourd'hui mais que tu as fondé, et ce que fait Lendix, et puis on va peut-être un peu échanger autour des 14 étapes pour sortir du rang et passer en hypercroissance du livre que j'ai écrit, Croître ou mourir, il faut choisir. Voir si tu partages, n'hésite pas à être critique sur les étapes proposées ou celles qui t'ont servi. Je sens le piège. Je n'ai pas lu l'intégralité du livre. Non, mais on va rester sur la table des matières et sur des commentaires dessus avec ton point de vue sur les différents leviers qui existent. Et puis, on rentrera plus dans le cœur du sujet de comment vous pouvez financer de l'immatériel. Et là-dessus, on a une petite présentation que vous avez préparée avec Jean-Baptiste qui est dans la salle de chez Lendix aussi. Avec nombreux ce matin. Tout à fait. Et Victoria aussi, que je salue, qui nous aide depuis le lancement de ces webinaires. Donc, petite présentation sur le financement de l'immatériel, puis on parlera un peu plus du partenariat. On devrait être sur un format un peu plus court que les jours précédents, parce que je pense qu'en 1 heure, on aura fait le tour. Là où hier, on a fait 1h30, mais on était dans le détail de la formation consultant. C'était quand même un peu plus long. S'il est efficace. Voilà, je te laisse un peu présenter tes 2 projets dans l'ordre que tu souhaites. On va faire l'ordre chronologique. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'avantage de présenter les projets ensemble, c'est qu'il y a un fil rouge, qui est le financement des PME. En fait, toute ma vie professionnelle a été consacrée à ça, au financement des entreprises. 123 Venture puis IM, puisque c'est le nouveau nom, on va dire 123 pour simplifier. Le métier, c'était de financer en fonds propres les entreprises, en devenir actionnaires, clairement, à tout leur stade de développement, que ce soit un capital risque, vraiment quand les entreprises se créent, le capital développement ou le LBO quand les entreprises sont plus matures. Donc, on accompagne les entreprises au sens large. J'en ai accompagné des centaines de cette manière-là. On a investi au fil des années plus d'1,5 milliard d'euros dans des centaines d'entreprises dans 9 pays. Des entreprises de technologie, des entreprises traditionnelles, un peu de tout.
Ça nous a permis de voir bien sûr des superbes situations de réussite et également plein d'échecs, ce qui est la vie de l'entrepreneur bien évidemment. Donc là, une expérience très formatrice avec toute la naïveté de créer son entreprise à 26 ans, on se souvenait tout à l'heure, donc la naïveté d'arriver sans rien connaître et découvrir au fur et à mesure qu'on marche, et en plus dans des contextes extrêmement mouvants, puisque on parlait tout à l'heure dans le café, mais du 11 septembre 2001. On a lancé commercialement l'entreprise le 4 septembre 2001. On a eu une petite dizaine de jours d'euphorie avant d'avoir plusieurs années de traversée du désert. Donc voilà, ça forme directement, ça met dans le bain et ça crée un état d'esprit que tu gardes finalement qui te marque sur toute ta vie professionnelle. Donc ça, financement des PME en equity, en capital, 2000 jusqu'à 2014. Et là, 2014, comme des dizaines d'autres personnes en France et puis dans d'autres pays européens, on voit quoi? On va arriver à la fin du monopole bancaire. C'est-à-dire que tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des amis qui montent des entreprises, vous pouvez facilement devenir actionnaire, c'est même encouragé fiscalement. À l'inverse, c'est interdit de prêter de l'argent. Toujours aujourd'hui, 1 minute 30 dans l'agence, si à la fin de ce rendez-vous, je me dis, tiens, c'est vraiment bien ce que tu fais, je te prêterai bien de l'argent pour t'aider, c'est toujours interdit. C'est 375 000 € d'amende et une peine d'emprisonnement, ça fait quand même beaucoup pour aider un ami. Ouais, ça fait cher. Ça fait cher, l'amitié n'a pas toujours ce prix-là. Donc finalement, c'est interdit. Mais ça s'ouvre à une condition, c'est que si quelqu'un veut prêter de l'argent à 1 minute 30, il faut qu'une minute 30 passe par une plateforme de prêt, type Lendix par exemple. Et de l'autre côté, il peut y avoir des dizaines, centaines, milliers de particuliers et des institutions également qui viennent te prêter de l'argent. Voilà. Et c'est cette nouvelle organisation du marché qui nous a beaucoup attirés, parce que le fil rouge aussi de la vie professionnelle, c'était les PME. Mais ça a été aussi, tu m'as appris ça tout à l'heure, je ne connaissais pas l'idée de la stratégie Océan Bleu. L'idée de la stratégie Océan Bleu, pour ceux qui, comme moi, ne connaîtraient pas la stratégie Océan Bleu, de ce que j'en ai compris, c'était, il y a deux manières de créer des business, mais effectivement, une qui est de créer son marché sur des métiers qui n'existent pas. C'est exactement ce qu'on a fait avec en E3, puisqu'en E3, bien sûr, le financement en fonds propres des entreprises existait, sauf qu'on a fait le financement en fonds propres, mais que des clients qui étaient des particuliers. Alors qu'à l'époque, des investisseurs particuliers. Alors qu'à l'époque, c'était des investisseurs institutionnels, typiquement, qui finançaient en fonds propres les entreprises. Et bien sûr, ce qu'on fait avec Lendix, c'est un vrai océan bleu. C'est un océan bleu, d'autant plus qu'on sort d'une situation de monopole, qui était le monopole bancaire. Donc là, amener des milliers d'épargnants particuliers et des grandes institutions en prêt vers des TPE, des PME, voire des entreprises intermédiaires, c'est bien évidemment un énorme océan bleu. Et c'est d'ailleurs, on en parlera sûrement, mais la principale difficulté aujourd'hui que l'on rencontre, c'est évangéliser dans un marché qui sort de décennies d'habitudes lourdes, de se retourner uniquement vers la banque financière. Et ce que tu disais, le plus difficile chez Lendix, c'est de trouver des beaux projets à financer, plus que de trouver des investisseurs, parce que les projets trouvent leur financement. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est que le problème de Lendix, en fait, c'est une plateforme. Et les modèles économiques de plateforme sont bien connus. Le problème classique de poulet d'œuf, qu'on retrouve, que tu montes Le Bon Coin, eBay, Mythique, peu importe, un problème d'offre et demande. La grosse difficulté, c'est qu'il faut faire grossir les deux de manière équilibrée au même rythme. C'est-à-dire qu'il faut trouver non seulement, bien sûr, des emprunteurs, mais au même rythme des prêteurs. C'est ça la difficulté. Et nous, on est arrivé très vite à la conclusion, avant même de lancer Lendix, qu'on a observé le modèle économique, qu'il fallait résoudre au moins un de deux problèmes si on voulait pouvoir avoir une chance de réussir. Et ce qu'on a résolu comme problème, c'est le problème des prêteurs. C'est-à-dire qu'en ayant un mix non seulement d'investisseurs particuliers, mais également d'investisseurs institutionnels, ça nous permet de ne jamais être à court de financement sur Lendix aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met un projet en ligne, on est 100% sûr que ce projet va se financer. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet à la fois de mettre des projets de meilleure qualité, parce que bien évidemment, un emprunteur qui n'est pas à l'agonie, le premier emprunteur, en l'occurrence, c'était un Inducas entreprise. Quand un Inducas entreprise vient emprunter sur Lendix et qu'il écrène la plateforme, sa première question, c'est est-ce que je suis 100% sûr qu'à la fin, je vais trouver mon prêt? Parce que si je suis pas sur 100% sûr, je vais être un risé de ma profession. Donc, c'est pas possible, c'est pas une option. Donc, il faut absolument lui sécuriser le financement. Et la beauté de la chose, c'est qu'à partir du moment où on lui sécurise le financement, on attire plus d'emprunteurs de type Alain Ducasse, plus d'emprunteurs de qualité, plus on a d'emprunteurs de qualité, plus on attire de prêteurs. Et puis, c'est un cercle vertueux qui se crée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle ici beaucoup de marketing et de communication. Notre budget marketing et com, il est très centré sur les emprunteurs, parce que les prêteurs, en fait, on n'a pas besoin de dépenser. On n'a quasiment pas dépensé d'euros pour créer notre base de prêteurs. Et pourtant, on en a des milliers qui prêtent sur chaque dossier. Et par exemple, tu parles d'Alain Ducasse qui a été votre premier emprunteur. Et qu'est-ce qu'il est venu chercher sur Lendix? Alors, on va être honnête, on ne peut pas faire un storytelling
qu'il était un désespoir. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Et qu'il a tapé la mise en couleur et qu'il s'est dit, tiens, ça va être ma solution. La réalité, c'est qu'on allait le trouver. Pourquoi on allait le trouver et le convaincre? C'est parce que, on voulait casser une idée reçue que les gens comme nous, c'est-à-dire les plateformes de prêt, étaient faits pour les rejeter du système bancaire. On ne voulait absolument pas donner cette image. Et aujourd'hui, c'est loin d'être les rejetés du système bancaire qui viennent emprunter sur l'index. Il y a plein de superbes entreprises, des 5 à sec, des Hard Rock Café, qui était notre premier emprunteur en Espagne, par exemple, qui sont venus emprunter sur l'index. Donc plein de jolies entreprises, connues ou moins connues. On a aussi des boulangeries, des boucheries qui viennent emprunter. Donc vraiment tout type de métier. On est absolument plus œcuménique que nous, c'est compliqué. On fait de 250 000 euros de chiffre d'affaires à plusieurs centaines de millions d'euros. Vraiment, toutes les entreprises sont les bienvenues. Donc ça, c'est vraiment la clé de... Mais elles viennent chercher quoi? Elles viennent chercher plusieurs choses. C'est quoi les bénéfices Les bénéfices, c'est en fait d'abord, si on se positionne par rapport à ce qui existe, c'est le financement bancaire. Le financement bancaire, il a une grande qualité, c'est qu'il finance extrêmement peu cher aujourd'hui. Les taux n'ont jamais été aussi bas. En revanche, il a quelques défauts, et nous, on essaie de se positionner. C'est là où il y a des défauts dans le système. Premier défaut, c'est la vitesse. Je pense que si sur les personnes connectées, là, il y en a sûrement qui sont chefs d'entreprise. Elles ont expérimenté que quand elles vont demander un prêt à une banque, elles ont rarement l'argent à la fin de la semaine. C'est possible sur l'Index de venir demander un prêt le lundi et d'avoir le cash dispo sur son compte le vendredi. C'est absolument pas anormal. On peut prendre une décision en 48 heures si on nous fournit l'information. Donc la vitesse, elle est clé. L'entreprise, quelqu'un qui doit saisir une opportunité d'acheter des bureaux, quelqu'un qui doit répondre à un appel d'offres sur un client, acheter une machine, etc. Donc, il y a plein de cas où on est très efficace. Et puis il y a aussi tous les besoins de financement que les banques n'aiment pas faire. Par exemple, vous êtes une société industrielle, PME industrielle, vous devez financer une machine-outil en France, il y a 10 000 organismes de leasing et banques qui vont le faire. La même machine-outil aux États-Unis, sans prendre de nantissement, ça va être plus compliqué. Puis bien sûr, il y a tous les besoins immatériels. Ben, c'est un peu l'objet du partenariat avec ce qu'on va dire tout à l'heure. Ouais. Donc, je ne veux pas tout dévorer là, mais vous vous doutez bien que financer des actions de relations presse, financer une campagne AdWords ou un nouveau site web, c'est compliqué à prendre en caution, ça. C'est plus compliqué pour les banques. Quoi. Voilà, c'est parce que c'est toujours sympa un peu de code HTML, mais ça va pas loin, ou des communiqués de presse. Pourtant, ça peut produire du chiffre d'affaires. Et ça doit produire du chiffre d'affaires. On est là pour ça, ouais, tout à fait. Voilà. Ça, typiquement, on est bien financé. D'accord. Et par rapport à ton ancien métier, parce que tu as bien coupé les choses, pour une entreprise d'aller chercher de l'emprunt par rapport à du venture capital ou du capital développement ou du LBO, c'est quand même pas les mêmes montants, c'est pas les mêmes budgets. Déjà, c'est pas les mêmes objectifs. Ce qu'on fait chez NX, c'est beaucoup plus œcuménique. C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être une chose très claire, c'est que les entreprises qui seront financées par les fonds de capitalisme, que ce soit un capital risque, un capital développement, sont des entreprises avec une forte ambition, une forte croissance. Ce qui intéresse quelqu'un qui devient actionnaire d'une entreprise, c'est que l'entreprise, elle double, elle triple sa taille, de manière à ce qu'il puisse espérer revendre sa participation et faire une plus-value. C'est loin d'être la majorité des entreprises qui ont pour ambition de doubler ou tripler leur taille. Il y a plein de très belles entreprises qui ont pour simple but, déjà, de vivre et de faire vivre ceux qui travaillent dans. Prend un restaurant, la boulevard Sébastopol, il fait peut-être 400 000 euros de chiffre d'affaires. Son ambition n'est peut-être pas forcément d'en faire 800 000. S'il fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, il garde sa rentabilité. Chez l'entreprise vie, il fait vivre toute une équipe, tout va bien. Il n'intéressera jamais un fonds de capital investissement, jamais des actionnaires. Et la personne n'a pas forcément d'ailleurs envie de changer sa gouvernance. Elle doit rester chez elle à 100% de son capital, tout va très bien pour elle. Nous, ça ne nous dérange absolument pas de financer des sociétés comme ça. Comme ça ne nous dérange pas non plus de financer des sociétés d'hypercroissance. D'accord. On parlait des entreprises qu'on aimait bien dans l'univers d'Internet. Je crois que tu me parlais de Reward. Ouais, voilà, par exemple, qui est une très belle société en pleine croissance. On parlait de Pascal Chevalier quand on est son président. Il est venu se financer plusieurs fois sur l'Index. D'accord. On l'a financé sur l'Index, mais de la même manière que lui, il fait un mix. C'est-à-dire que c'est pas que l'Index n'est absolument pas sa solution unique, bien évidemment. D'abord, il a des actionnaires, il est même coté en bourse. Il est coté en bourse, donc il a des actionnaires. Avant, il avait des fonds de capital investissement qui l'ont soutenu avant l'étape de l'introduction en bourse. Il a bien sûr des banques qui le financent, il a bien sûr des fonds obligataires qui le financent, des fonds de dette privée, et puis il a l'Index en complément. Voilà. Donc pour les entreprises d'hypercroissance, on est une corde de plus à leur arc, mais elles ont pas mal de cordes à leur arc possible. Et pour les entreprises qui sont pas forcément dans l'hypercroissance, qui veulent juste développer, se moderniser, faire des investissements productifs, on a une solution assez idéale en complément des banques. D'accord. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que ça marche.
Tu viens de faire une très très belle levée de fonds. Oui. Donc là, tu as fait appel à du. Alors nous on n'a pas le choix parce que nous, il faut voir aussi une chose, c'est que les entreprises qu'on finance sur Enix, autant le dire tout de suite, hein, s'il y en a qui sont là, à se dire je vais tout de suite enlever mon dossier, on finance, il y a deux grands critères, c'est un minimum de 250 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal de monde quand même, mais le deuxième critère qui est important, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que nous, on prête de l'argent parce qu'on voit une entreprise qui a une capacité bénéficiaire et qui a une capacité de rembourser cet emprunt. On ne sait pas financer des startups, désolé si c'était l'idée initiale en écoutant ce webinaire. On ne sait pas financer des startups, on ne sait pas financer des sociétés en retournement. Ça, on ne sait pas faire. Et ça, je pense que ça se finance plutôt avec du capital. C'est plutôt toutes les autres qu'il faut qu'ils soient ça. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu vas faire de tout l'argent que tu as levé? Donc, 37 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Exactement. On a levé, là, on a annoncé, pour résumer l'information, on vient d'annoncer lundi dernier un tour de table de 37 millions de dollars. Ça fait plus chic, mais c'est 32 millions d'euros. Ouais, c'est toujours très bien. C'est toujours beaucoup d'argent. Ça a été fait effectivement avec un fonds de capital qui s'appelle Idinvest, avec une grande compagnie d'assurance qui s'appelle Allianz et avec un investisseur italien qui est CIR, qui est la famille des Benedetti, une famille très présente dans les médias en Italie. Donc un tour de table très européen qui ressemble vraiment à l'ambition de l'Enix, qui est très européenne. On est certes né en France, mais avec déjà des bureaux à Madrid, à Milan, et on vient d'ouvrir Amsterdam et Francfort pour les Pays-Bas et l'Allemagne. 32 millions d'euros, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, bien évidemment, l'Enix n'est pas une société qui est bénéficiaire, on est en phase d'investissement massif, donc on perd de l'argent, donc il faut se financer un capital. Cette ambition, elle a un prix, c'est de lever ses fonds propres. Après, ça fait trop longtemps que je suis entrepreneur pour ne pas savoir que ces euros levés, ça met une énorme pression. C'est sûr. C'est parce que, bien évidemment, tu dis, il y en a qui ont parié sur nous, c'est très vrai, mais ils ont parié sur nous, mais ils attendent des résultats. et on ne peut pas leur en vouloir. C'est le minimum qu'ils puissent demander, c'est d'avoir des résultats. Et la deuxième chose, il faut toujours garder en tête que chaque euro dépensé doit produire en résultat. Donc, on a tout fait, sauf déménager, sauf s'acheter du nouveau mobilier, des nouveaux ordinateurs. Voilà. Donc, on est très concentré sur l'efficacité des euros dépensés. Et c'est pourtant très facile de dépenser des euros, notamment en communication et marketing, un sujet que tu connais bien. Bon, qui peut être efficace. Qui doit être efficace. Je n'ai pas dit qu'on n'allait pas en dépenser en communication et marketing. Je dis simplement, ne nous attendez pas à pouvoir inonder les ondes. On ne va pas se faire plaisir avec des campagnes métro, des campagnes télé. Voilà. D'accord. Je te propose justement de balayer un peu les leviers que j'évoque dans ce bouquin. Donc, on s'est dit qu'on s'arrêtait à la table des matières. Et effectivement, moi, j'ai voulu, quand j'ai écrit ce bouquin, avoir une approche très polyvalente sur les différents leviers. Donc, c'est pas que le marketing, c'est pas que une expertise autour de l'inbound. Et c'est vrai que nous, on est les précurseurs autour de l'inbound. On a construit notre notoriété sur l'inbound. Mais je considère qu'il faut pas qu'on s'enferme là-dessus, que ce que veulent nos clients, c'est vraiment de la croissance, c'est vraiment des résultats. Et pas nécessairement de l'inbound en tant que tel. C'est de l'inbound quand ça permet de faire de la croissance, c'est de l'outbound quand ça permet de faire de la croissance, etc. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu aborder, moi, ce qui m'avait permis, et ce que je pense permet à mes clients, de passer en hyper-croissance, ou en tout cas d'aller chercher de la croissance, parce que je m'adresse pas non plus qu'aux startups. Je m'adresse aussi à des entreprises industrielles, à des entreprises de services, qui sont pas nécessairement sur des modèles d'hyper-croissance, mais qui ont envie quand même de faire en sorte que leur business, s'il ne fait pas x3, x4, il fasse quand même régulièrement plus 10%, plus 20%, etc. Je pense que si on n'agit pas, il y a moyen de reculer aussi. Voilà, tout à fait. Et c'est d'où le sujet d'ailleurs pour apprendre à mourir. Parce qu'on est quand même dans un monde très compétitif. Moi, je te propose juste de nous dire 2-3 mots à chaque fois sur les titres de chapitres. Et alors, comme je ne suis pas habitué de l'exercice, je vois qu'il y en a qui posent des questions très... très bien, t'as raison. Vas-y, réponds, on va faire ça. Allez, on va comme ça, on va essayer de donner satisfaction à Laurent et Pascal, puisque je vois que Laurent pose une question. Une entreprise basée au Luxembourg peut-elle être éligible à l'Enix? Alors, non, malheureusement, il faut que les entreprises soient basées en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais pas au Luxembourg. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore la plateforme ou l'agrément Parce que alors, on est d'abord, il y a une question, effectivement, il y a quand même une question aussi d'équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait analyser des sociétés et des comptes dans chacun des pays que je viens de mentionner, notamment parce qu'on a des équipes, bien sûr, il y a beaucoup de tech derrière, mais également des équipes de crédit locales. Donc, on ne veut pas s'aventurer, même si dire qu'une société luxembourgeoise ressemble quand même beaucoup à une société française. C'est pas faux, mais on n'est pas dans le sur-mesure. On est vraiment dans une approche très industrielle. Alors, le but, c'est de financer des centaines d'entreprises. Potentiellement, je suis sûr qu'on soit regarder une société au Luxembourg,
mais c'est pas notre approche aujourd'hui. Donc, désolé, dans le Luxembourg, on ne sait pas faire. Et puis, il y a Pascal qui pose une question. Quels sont vos critères d'un projet de qualité? Quand on note une entreprise, on regarde trois choses. On regarde les chiffres, les hommes et le marché. Et la qualité, c'est une combinaison des trois. Un marché qui est porteur, pas porteur, hein, c'est la première chose. Des hommes, c'est leur expérience de cette industrie, et notamment ce qu'on mesure beaucoup, c'est le time in business. Combien de temps font-ils ce métier-là? Donc typiquement, quelqu'un effectivement qui a un restaurant, qui est restaurateur depuis toujours et qui cherche à acheter un fonds de commerce sera beaucoup mieux noté que quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle dans la restauration. Et puis ensuite, il y a les chiffres. C'est quand même la clé. Les grands chiffres, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure de manière très rapide, c'était 250 000 euros de chiffre d'affaires, rentable. Et on mesure, nous, en fait, terme technique, désolé, mais qui est le FCCR, le Fixed Charge Coverage Ratio. Pour parler finance, ça veut dire quoi? C'est l'excès de cash flow qu'une entreprise dégage chaque année. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dégage comme c'est pas la même chose que l'EBITDA? C'est pas la même chose que l'EBITDA, puisque l'EBITDA est plus haut techniquement pour les J'écris un jour en livre comme toi pour la finance. Ben, on est ravis, on peut t'éditer si tu le souhaites. Donc on fera un white paper sur le sujet. Donc non, le point, c'est vraiment le cash qui reste à la fin pour payer l'emprunt. Donc ce qui est important, c'est tout simplement si une entreprise, voilà, j'ai un cas en tête, là, qui est un dossier qu'on avait ce matin, une entreprise qui m'a emprunté 200 000 euros pour acheter un de ses actionnaires minoritaires. Combien il lui reste? C'est 200 000 euros qu'il faut emprunter sur 48 mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle rembourse à peu près 50 000 euros par an. 50 000 euros par an, est-ce qu'elle dégage suffisamment de résultats nets après avoir pris en compte tous ses besoins de financement? Est-ce qu'il y a suffisamment pour payer 50 000 euros par an? Si la réponse est oui, on prête. Voilà, d'accord. Mais tu regardes aussi l'équipe et l'ancienneté, quoi. Enfin, l'équipe, l'ancienneté. Là, c'est des réflexes d'investisseurs aussi, un peu que. Ouais, c'est des réflexes. Ouais, c'est des réflexes de bon sens. De bon sens. Il faut reconnaître malheureusement que ce qui ne veut pas dire que quelqu'un qui ouvre un restaurant avant de jamais en avoir ouvert échoue. Mais il a quand même plus de chance. Mais statistiquement, il en a plus. Voilà. Donc on est obligé de regarder. On sait parier sur quelqu'un qui rachète un restaurant existant, quelqu'un qui ouvre en fonds de commerce dans quelque chose qui n'a jamais existé, c'est plus compliqué pour nous. Ouais, et puis ça rejoint le côté start-up et il a pas de résultat. résultat. Et dans ce cas-là, c'est plutôt du capital qu'il faut que du prêt. Mais de toute façon, c'est très simple. Si vous voulez tester, on vous expliquera comment faire avec 1 minute 30 tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, juste en quelques mots, sur l'idée de travailler sur soi, tu disais que tu avais connu l'échec ou en tout cas des années difficiles dès le lancement. Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment tu vois les choses aujourd'hui par rapport à cette dimension-là? Moi, je crois qu'il y a une dimension très personnelle dans le site entrepreneurial. Je pense que les quelques petites choses que j'ai appris sur le sujet, c'est que la persévérance est clé. Que je déteste le storytelling dans les startups. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires qui nous sont racontées toutes belles, toutes faciles, alors qu'elles ne le sont jamais en fait. Et que c'est une capacité à gommer les difficultés que chaque projet d'entreprise connaît. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des entrepreneurs qui sont stellaires et qui survolent tous les autres et qui passent de zéro au succès absolu en peu de temps. Je pense que la réalité de nous autres, elle est beaucoup plus contrastée. Donc il y a des moments de découragement, il y a des moments de difficulté, et il faut les accepter. Qu'après tout, à partir du moment où on continue de creuser son sillon, de bosser dur et d'innover, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas à la fin. Mais il ne faut pas s'attendre à créer une jolie entreprise en 3-4 ans. C'est pas possible. Et ça, je l'ai notamment vu sur un 2-3. Le temps qu'on a mis pour collecter nos premiers euros était infiniment plus long que ce qu'on avait écrit dans notre business plan, comme beaucoup, beaucoup trop optimiste. Et à l'inverse, j'aurais jamais imaginé que ça puisse être si facile 10 ou 12 ans après. 10 ou 12 ans après, on atteint des niveaux qui, en fait, on n'aurait même pas osé imaginer au démarrage. Donc, s'inscrire dans le temps long est clé. Donc, c'est pour ça que... Et que penses-tu, vous avez des business plans? Parce que justement, tu en reçois beaucoup. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis très réticent à en écrire. Entre autres, quand j'ai pas besoin de chercher d'argent, j'en écris pas. Parce que je considère que je sais que par nature, il sera faux. Alors, c'est vrai que les business plans sont souvent faux. Je pense que c'est un exercice quand même qui est intéressant, et notamment pour dimensionner les coûts.
Oui. Donc je pense qu'on se trompe très souvent sur le chiffre d'affaires, on est souvent trop optimiste sur le cycle de vente, on pense que les clients vont signer beaucoup plus vite qu'ils ne signent, il y a beaucoup de choses, il y a des décalages. Pour dimensionner les coûts, tu n'as pas besoin de faire de prévision à 5 ans. Mais avoir une prévision à 12 ou 24 mois, ça force à se poser les bonnes questions. Donc je pense que c'est pas mal de faire cet exercice-là. Après, faire un business plan au-delà de 3 ans, ça rime à rien. Ça rime à rien. Deuxième sujet qu'on aborde dans le bouquin et qui rejoint ce que tu disais, l'idée de sortir du rang. Ça, c'est caractéristique de tes deux projets. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'était des innovations totales entre faire du capital investissement avec des particuliers, faire l'index quand la loi l'a permis. En fait, on voit des entrepreneurs à succès dans les deux catégories. Il y a des belles histoires dans les deux catégories. On a financé sur l'index, j'ai en tête notamment un groupe qui s'appelle H8 Collection, qu'on connaît. C'est quelqu'un qui est parti dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, ça existe depuis toujours. Mais simplement, il a décidé de le faire avec beaucoup de cœur, beaucoup d'intelligence, et il a créé en l'espace de quelques années un groupe de 8 hôtels, H8, de très beaux hôtels en France, et il a un énorme succès en tant qu'entrepreneur sur ce sujet-là. Il a créé beaucoup plus de valeur que plein de startups n'en créeront jamais. Donc voilà, un peu comme quoi on peut faire l'océan rouge, si j'ai bien compris ça. Et puis, mais après, il s'est sûrement différencié au sein de son océan. Il n'a pas fait des hôtels comme les autres, j'imagine. Il n'a pas fait des hôtels comme les auautres, mais parfois c'est dans l'exécution aussi qu'il y a la qualité. Et puis après, ça dépend aussi des tempéraments, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a plutôt motivé, c'est de partir sur des choses qui ne s'étaient jamais faites. Mais c'est un peu les phases nord, c'est les phases les plus compliquées parce qu'il y a deux difficultés. Il y a un énorme challenge d'évangélisation, premièrement. Deuxièmement, il y a un challenge de savoir si on est dans le bon tempo. Est-ce qu'on arrive trop tôt? Trop tard, c'est assez rare, mais trop tôt, beaucoup trop tôt, c'est possible. C'est ça la difficulté. Troisième sujet sur l'inbound marketing, l'idée de devenir ton propre média, c'est des choses que tu as appliquées sur 1, 2, 3 Ventures ou sur l'index Sur l'index, je pense pas qu'on puisse dire qu'on soit notre propre média. Je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste, qui est le directeur marketing, qui me regarde. Tu hoches de la tête? Oui, non. On essaye. On essaye. Non, mais oui, on a une stratégie de production de contenu, bien évidemment. Vous pouvez naturellement être le média de vos enfin, c'est pas des participations, mais de vos emprunteurs. Voilà, mais de là à être notre média comme Allociné, le média du cinéma. Ouais, il y a encore un pas. Il y a encore un pas. Quelques dizaines de milliers de visiteurs par mois, c'est déjà un média. C'est pas ridicule non plus. C'est quoi les chiffres de trafic sur Alors les chiffres de trafic, je suis même incapable de te les donner. D'accord. En fait, pour moi, c'est pas le KPI qui m'intéresse. Le KPI qui nous intéresse, c'est le montant qu'on prête chaque mois. D'accord. Voilà. Et tu fais pas une corrélation entre les deux? En fait, on a un trafic très efficace. Un entonnoir qui descend. On n'a pas des gros trafics de fait, mais on a du trafic très qualifié. C'est peut-être parce qu'on n'est pas notre propre média. C'est-à-dire que les gens qui viennent pour répondre à un besoin. Je suis chef d'entreprise, je cherche un financement. On n'a pas de touristes, on ne vient pas sur notre site pour se promener le matin. C'est pas le premier site qu'on ouvre dans son navigateur. C'est sûr. On est là de manière très efficace. On est des ayatollahs de l'efficacité, toujours à chercher, on fait beaucoup d'A/B testing, on adore ça, à trouver les bons mots aux bons endroits pour que on ne cherche pas la quantité de visiteurs, on cherche à transformer le visiteur en client de manière très efficace. Bon, on va en parler un peu plus loin. L'A/B testing, non, c'est pas grave. Si je mange la chapitre, ça prouve une fois de plus que j'ai pas bien suivi la non, c'est pas grave du tout. Aborder les médias en partenaire, toute la notion de relation presse, aujourd'hui de relation influenceur. Bien sûr. Effectivement, dans tout ce qui est financement, les relations de presse sont assez faciles. Les médias sont assez friands de levée de fonds. Alors, les médias sont assez friands de levée de fonds. Nous, quand on est sur un channel, bien sûr, d'abord, la relation presse, on a la chance d'être très bien couvert sur ce sujet-là. C'est pas forcément après. Nous, on a besoin d'un challenge d'évangélisation qui est très grand public, c'est-à-dire que aujourd'hui, toucher les chefs d'entreprise, bien établies, etc. On peut avoir des approches assez chirurgicales dans des médias pointus, etc. Et en même temps, pour toucher le restaurateur, le boulanger, l'artisan est très très dur à toucher. Très dur à toucher. Ouais. Quelque part, il faudra aller faire du TF1, du France 2. Et en fait, BFM aussi. Mais BFM est pointu. Trop pointu même pour les artisans. BFM, oui, l'artisan n'écoute pas BFM. BFM, tu vas très bien parler à l'écosystème financier, à l'écosystème des directeurs financiers, des pros des fusions-acquisitions, des fonds, qui est une cible pour nous très importante, mais qu'en fait, qui est la cible des grosses entreprises. Sur les petites entreprises, c'est plus compliqué de les toucher. Il faut reconnaître que la part de l'économie dans les chaînes généralistes
est extrêmement faible. Et la part du marketing encore plus faible. Ça, c'est mon grand regret. Non, mais c'est que autant aux États-Unis, le marketing est une science hyper noble, autant en France, c'est la dernière roue du carrosse. Voilà, donc on fera vibrer personne pour aller parler à des heures de grande audience. On a fait un petit peu, on a fait quelques journaux télévisés. Mais d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit le pic de trafic que tu as quand tu arrives à parler dans un journal télévisé TF1, typiquement. C'est un vrai pic de trafic. Mais on a assez peu d'angles et assez peu de possibilités d'avoir ce type d'exposition. Ouais, c'est très difficile. Enfin, encore, vous avez un truc où vous touchez le particulier qui peut investir. Mais tous nos clients B2B, c'est hyper difficile. Même ça, j'ai un grand producteur d'une émission très connue de télévision qui me dit, mais les gens qui épargnent, on s'en fout, c'est 10% de la population. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les aires d'autoroute. Les aires d'autoroute, tout le monde y passe. Donc, je fais un reportage en marronnier sur les aires d'autoroute. Là, ça parle à tout le monde. Votre sujet, ça ne parle à personne. C'est un peu cruel, mais il a raison. Non, mais c'est vrai, ils sont là pour faire de l'audience. Et voilà, outbound, vous faites un peu d'action, d'acquisition pour aller chercher les emprunteurs. Ça, c'est des leviers que vous activez? Bien sûr, oui, on active tous ces leviers-là. Des AdWords, des Facebook, de l'acquisition, effectivement. De la téléprospection aussi. Ouais. Tu parlais de test and learn tout à l'heure, d'A/B testing, ouais, c'est clé. C'est complètement clé. Ça, on est des gros fans. On fait de la pub pour A/B testing. Ouais. On est très belle réussite française. Très belle réussite française. Également dans l'écurie Partech. D'accord. C'est pas pour ça qu'on le découvert après coup. Donc non, on aime beaucoup le A/B testing. Et c'est fou comme souvent ça va à contrario de ce qu'on imagine. Je regarde Jean-Baptiste à travers la caméra, mais le nombre de fois où on a le simple wording d'une phrase pour une accroche, etc., où on est tous convaincus que la bonne approche c'est ça, et quand on teste, on s'aperçoit que c'est pas ça. Ça te force à l'humilité, moi je trouve. Ça c'est très clair. C'est une école de l'humilité. C'est une école de l'humilité, et c'est génial parce qu'en fait ça évite des longues discussions. Tout à fait. Voilà. Donc, on en met plusieurs en prod, on regarde et après on fait. Il faut surtout pas jouer au chef. Surtout pas. Parce qu'on perd vite sa crédibilité. Exactement. Si on dit j'ai raison, fais ce que je te dis. Ça risque de coincer assez vite par l'épreuve des faits. Automatisation du marketing, c'est des choses que vous mettez en place? À fond, on a une personne dédiée à ça. Vous avez quel outil? Alors, nous, on utilise pas mal d'outils. On va leur donner nos noms d'outils ou pas? Ouais, qu'est-ce que tu veux tu veux... Mais alors, on va parler de celui dont tu es le plus fan de tous. C'est Intercom. C'est vrai qu'on est le fan absolu depuis quasiment la première. C'est Jean-Baptiste c'est toi qui l'avais spoté. On fait une discussion à trois. Non, c'était Benjamin qui est notre CTO qui avait. Il fait quoi cet outil? Je ne le connais pas. Intercom, c'est un outil de. Attends, je connaissais le deuxième, la Marketo, qui est un classique du genre. Un classique du genre, mais Intercom, c'est un outil de CRM. D'accord. Mais qu'on aime beaucoup pour plein de raisons. D'abord, il permet d'être en multicanal, donc d'avoir des messages. On traite avec Intercom les messages de nos prêteurs et de nos emprunteurs qui rentrent de Twitter, de Facebook, de la pop-up qui s'ouvre sur le site, email, enfin multicanal. Donc traité dans un lieu unique. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est de pouvoir. Il y a des scénarios qui ont été développés par l'équipe chez nous sur comment adresser une personne en fonction des actions qu'elle mène sur le site. Donc chacun a un message personnalisé, c'est-à-dire que toi, si tu viens d'arriver sur le site, tu t'es en fonction de la date de ton inscription, des actions que tu as menées, est-ce que nous as déjà été appelé d'identité pour qu'on identifie ou pas, est-ce que tu as déjà prêté un projet à plusieurs, est-ce que à quelle fréquence tu te connectes? On va t'envoyer des messages spécialisés. On fait de l'A/B testing sur chacun des messages qu'on envoie, c'est-à-dire sur une même population. On teste plusieurs messages de manière à garder à la fin le message le plus efficace. Donc ça, c'est un outil qui est c'est une solution française? C'est une solution, non, malheureusement. Il n'y a que les Américains pour inventer des bêtes pareilles. C'est pas Partech, là, et là, non, c'est pas Partech, c'est une super boîte américaine, et en plus, il y a un truc qu'on adore, c'est qu'ils sont pas chers. Ça, c'est bien. Et là, je vais envoyer un pic à une autre solution qu'on utilise, qui est Salesforce, qui est hors de prix. Vous êtes aussi sur Salesforce? On est aussi sur Salesforce. Et quand tu vois l'ergonomie dans l'Intercom versus l'ergonomie en Salesforce, je pense que je ne serais jamais invité à leur grand-messe après avoir dit ça. Mais l'ergonomie dans Salesforce, c'est abominable. Intercom, on est grand fan. Mais dans Intercom, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites dans Salesforce? Non, pas la gestion des pipes de la même manière. D'accord. C'est pas fait pour.
Spécialisation des équipes commerciales, ça c'est des choses que tu as mis en place, la découpage entre SDR, Account Executive, Success Manager. Oui, alors nous on a la manière dont on est organisé sur l'équipe Sales. Alors Sales, sachant qu'on je repasse on peut avoir deux types de sales, on peut avoir les prêteurs et les emprunteurs. Mais surtout sur les emprunteurs, ma réponse, on a deux types de sales, on a ce qu'on appelle les outside sales et les inside sales. Outside sales, c'est tous ceux qui vont animer des partenaires, des courtiers en financement, des experts comptables, des avocats, qui vont nous faire remonter des leads, donc des entreprises qui ont envie d'emprunter, c'est ça un lead chez nous, qui ne les traitent pas, mais qui les font remonter, et ensuite tous nos leads, tous nos prospects sont pris en charge par des inside sales, qui au contraire des outside sont sédentaires, ne bougent pas, et sont là pour traiter un dossier, s'assurer qu'il n'y ait jamais de rupture de charge. Et pour les emmener, si possible, les accompagner de bout en bout sur leur process d'emprunt et jusqu'au moment où ils concluent l'emprunt. Et on a vraiment voulu scinder les deux parce qu'au démarrage, les mêmes personnes chez nous faisaient de l'outside et de l'inside. Le gros problème, c'est que quand tu es outside sales, tu connais ça, tu voyages. Quand tu voyages en situation de mobilité, c'est très compliqué. Tu ne réponds pas à tout. C'est compliqué de traiter avec la même efficacité, même avec tous les outils modernes. Et sur la partie sortante, prospection dans le dur, vous en faites? Ouais, ça c'est encore nos équipes externalisées. On a une équipe externalisée sur le sujet. Donc on en fait également. Donc les insights traitent que des vraies opportunités, elles ne sont pas en chasse, quoi. On essaye aussi. Enfin, d'abord, il n'y a pas de. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a un schéma qui est figé absolu. Je pense que j'imagine que pas grand monde a des schémas figés absolus dans ce monde mouvant. En tout cas, nous, on n'en a pas. Donc, on est toujours à la recherche de la bonne solution, de la bonne efficacité. D'accord. Comment s'exprime la fidélisation sur ton métier? Côté c'est quelqu'un qui réemprunte, ou qui reprête. Ouais. La fidélisation sur les prêteurs, là, est très facile à mesurer. D'abord, on les incite à la fidélisation parce que la fidélisation, ça veut dire la diversification du portefeuille. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendra prêter une seule fois une entreprise, c'est extrêmement dangereux. On leur dit qu'il faut prêter minimum 50 fois. Donc, on leur dit qu'il y a moins de 50 fois, c'est même pas de la fidélité, c'est de la folie. La fidélité, c'est de la folie. Il faut absolument diversifier leur portefeuille. Donc là, ça, on le mesure ultra bien, notamment grâce à Intercom, puisqu'on fait des classes d'investisseurs. Eux-mêmes, on leur donne une notation avec des étoiles, non pas une notation de leur fidélité, mais une notation de leur diversification, en fait. C'est ça la clé pour leur dire, vous êtes plus ou moins bien diversifié. Donc c'est très facile à mesurer côté prêteur. Côté emprunteur, il y a aussi du repeat business, même si c'est pas aussi repeat que côté prêteur. Côté prêteur, tu peux prêter plusieurs fois par semaine sur l'index. Emprunter plusieurs fois par semaine, voilà. Tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux pour l'index, tu deviens dangereux pour toi-même. Donc, bien sûr qu'on a du repeat business côté emprunteur. C'est à la fois une bonne nouvelle et c'est à la fois quelque chose qu'il faut surveiller parce que avoir une trop forte exposition sur une seule entreprise, toute entreprise étant mortelle, il faut faire attention que ce ne soit pas non plus trop exagéré. Autre conseil, alors je voudrais savoir comment tu l'appliques. Moi, je trouve souvent qu'on a souvent peur en tant qu'entrepreneur de mettre des prix un peu plus élevés. Alors je dis doubler les prix, alors c'est peut-être un peu exagéré doubler les prix, mais se faire suffisamment de marge pour. Moi je trouve que c'est important de se faire suffisamment de marge pour garantir une qualité. Qualité que tu ne peux pas garantir quand tes marges sont hyper serrées. T'en penses quoi? Comment tu l'appliques? Alors, nous, on a un modèle où c'est gratuit pour les prêteurs, donc c'est compliqué de doubler les prix. Et payant pour les emprunteurs. En revanche, on n'a jamais changé de modèle côté emprunteur sur les prix. Parce qu'on a un modèle, nous, on se rémunère on prend un pourcentage de ce que l'entreprise emprunte. Et en fait, après, l'autre chose qui drive notre panier moyen, c'est le montant moyen qui est emprunté. En fait. Et on a une chance aujourd'hui, c'est qu'on fait des prêts de 30 000 euros à 5 millions d'euros, des prêts qui vont de 3 mois à 7 ans. Et aujourd'hui, le prêt moyen, c'est 400 000. Et ça, c'est assez intéressant, là où les prêts moyens de nos confrères sont plutôt à 50 000 euros. Et donc, tu comprends qu'à pourcentage égal, on a un panier moyen qui est bien meilleur. Et ça, c'est assez important parce que ça te permet de couvrir tout ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire tes coûts d'acquisition. Ça te permet de couvrir les coûts de traitement des dossiers, d'analyse crédit. Et ça te permet également de couvrir un truc qui est un peu moins glamour, mais qui est la réalité quand même, les coûts de recouvrement, puisque malheureusement, tous les emprunteurs ne payent pas. Ou ne payent pas tout court. Donc il faut également. Avec les clients aussi. C'est vrai qu'il y a le coût de recouvrement, et quand tu as un prêt moyen à 400 000 euros, tu arrives en fait à bien couvrir ces coûts-là. Et en fait, ce qui est un point qui est fondamental en termes de modèle économique, être rentable sur le premier acte d'achat. Tu n'as pas besoin de repeat business, pour revenir sur ta question précédente, pour être rentable. Ce qui est aussi un très
une caractéristique très dangereuse de beaucoup de business, où sans repeat business, il n'y a pas de rentabilité. C'est-à-dire que ton premier client, en fait, tu vends à perte. Ça, c'est quand même très dangereux. Ouais. Et puis, ça fait des trous de trésorerie au démarrage. Et puis surtout, des trous, il y a plein de modèles comme ça qui ont explosé en vol, parce qu'en fait, tout ça, souvent, c'est financé par des grosses levées en equity et ça ne se voit pas tout de suite. Ouais, l'exemple d'Uber là-dessus qui est. L'exemple d'Uber, l'exemple du commerce électronique. Le commerce électronique est un métier qui est très ingrat de ce point de vue-là, parce que entre les coûts d'acquisition et les coûts de logistique, tu peux avoir l'impression d'être rentable sans l'être. Là, on passe un peu au RH sur les 3 derniers points. Choisissez bien vos équipes et formez-les. Tu veux faire une question plus longue, comme ça je vois un petit coup. Ça roule, j'essaye. Justement, j'imagine qu'en 2018 ans d'entrepreneuriat, tu as dû faire des erreurs de casting aussi. Mais pas tant que ça, parce que si on avait beaucoup d'erreurs de casting, je pense qu'il n'y aura pas eu de succès. Le succès n'est jamais une aventure individuelle. Il se trouve qu'après, pour simplifier les relations presse, c'était le chapitre précédent, faut toujours qu'il n'y ait qu'une seule personne qui parle, c'est plus simple, c'est plus cohérent. Puis après tout, à force de parler, on devient un peu meilleur. Il se trouve que j'ai été désigné à ce poste, mais le fait est que derrière, il y a toute une équipe qui bosse. Et là, pendant qu'on est là et Jean-Baptiste a parlé face à la caméra, il y en a plein qui font que tout ce qu'on raconte, c'est vrai, quoi. Et on délivre. Donc, je pense que ce qui fait le succès d'une boîte, c'est la qualité. C'est des équipes à attirer des talents. Comment tu fais pour pas te planter, justement? Non, si on se plante, on n'a pas de recette. On n'a pas de recette. On fait attention toujours dans un truc qui est l'alignement d'intérêt, c'est-à-dire des gens qui partagent tes valeurs. Et une de nos valeurs, c'est d'être aligné avec nos clients, c'est-à-dire que qui viennent dans une start-up pour ce que c'est vraiment. Souvent, j'explique, je ne rejoignais pas, je fais pas mal de formation, j'aime bien ça auprès de jeunes. Et dans quel cadre? Dans le cadre d'une école de la FinTech qui s'appelle Wake Up. D'accord. Et je leur explique, n'allez pas dans des startups pour manger du muesli et faire du yoga. C'est pas ça. Et donc, quand vous rejoignez une startup, vous êtes là, c'est pénible, vous n'avez pas de reconnaissance particulière, vous n'avez pas une grande marque, vous allez souffrir. Donc ça, faut le dire aux gens au moment où ils rejoignent. Et puis en plus, on vous demande de vous mettre à risque, parce que bien sûr, comme dans toute startup, il y a des options qui sont données aux équipes, mais on leur demande également d'investir du cash, comme nous on en investit, à la fois en tant qu'actionnaire, mais également en tant que prêteur. Donc voilà, donc c'est ce que tu disais, que les collaborateurs investissent dans les projets. Alors pas tous, on ne peut pas le demander à tous, mais beaucoup investissent dans les projets financés par l'Enix pour montrer qu'on a du skin in the game, comme disent les anglo-saxons. Ça, on y tient beaucoup parce qu'on ne veut pas que les gens se trompent quand ils nous rejoignent. On ne veut pas juste un mode séduction qui a fait après ils découvrent quelque chose qui n'est pas conforme à leurs attentes. Donc il y a naturellement, parfois on se trompe dans les recrutements, mais globalement, ça c'est la grande force, c'est d'avoir des équipes qui font un mix très sympa entre ce que j'aime bien particulièrement chez Enix, c'est qu'on a des gens à la fois on va dire expérimentés plutôt qu'âgés, c'est plus politiquement correct, des gens expérimentés qui ont 45 ans et plus, j'ai 44 pour ça que je me limite à 45, 45 ans et plus, et qui ont beaucoup d'expérience dans des grands groupes, qui apportent beaucoup de choses, et puis des gens extrêmement jeunes qui ont de l'énergie à prendre. Et ce mix est vachement sympa. Que penses-tu de cette mode américaine qui commence à se faire de payer les gens pour partir? Alors je ne connaissais même pas c'est quoi payer les gens pour partir. Des gens comme Netflix, si je ne dis pas de bêtises, ou Amazon, donnent un ticket aux collaborateurs en leur disant si vous voulez partir, c'est ouvert et on vous donne 2 000, 3 000 euros à la fin de la période d'essai, ce genre de choses. C'est des choses que tu ne connaissais pas? Ah non, je n'ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Mais en se disant s'ils le saisissent, à la limite, c'est mieux dehors que dedans. Voilà, bon débarras. Bon débarras. Non, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de se poser la question. C'est à la fois une de mes fiertés aussi, il y a des gens avec qui j'entreprends depuis 17-18 ans. Mon associé chez R23, qui est maintenant président du directoire R23 et le président du conseil d'assurance de l'Enix, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas parce qu'on est fidèle dans la durée qu'on ne doit pas aussi savoir reconnaître quand ça fonctionne pas avec quelqu'un et savoir se séparer. Mon grand fierté, c'est qu'on a plein de gens dont on s'est séparés, bien évidemment. Proprement. Et toujours proprement. Et je crois que sur toute ma vie professionnelle, pourtant je pense qu'on a embauché des centaines de personnes. On a eu un seul prud'homme et encore on l'a gagné. Donc je pense que ça veut dire qu'on a su, d'un côté comme de l'autre, reconnaître que il n'y avait plus d'alignement. Moi, je trouve que c'est vraiment important quand on a des équipes alignées. C'est tellement plus facile et plus agréable pour tout le monde.
que quand il y a même des petits désalignements avec des gens très compétents, mais qui sont peut-être pas là au meilleur endroit. Responsabilisation des équipes, on arrive à l'avant-dernier chapitre. L'avant-dernier chapitre. La responsabilisation, je crois qu'elle est réelle. Hein. Elle est réelle. J'ai un mode de management où on aime bien être à la fois informé de tout, mais en laissant une grande autonomie dans les prises de décision. Et quand vous voulez attirer notamment des talents, des vrais talents, des gens expérimentés, c'est pas pour leur dire ce qu'il faut faire. Vous les embauchez parce qu'ils peuvent être force de proposition à exécuter de manière indépendante. Sinon, vous ne. Je vois que je triche, je lis par-dessus l'épaule, le dernier chapitre, c'est passé à l'échelle, donc c'est scalé, j'imagine, en anglais. On scale pas si c'est un one-man show, ça s'appelle l'artisanat. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est toute la grosse difficulté. Et donc, moi, je te souhaite de scaler encore plus que tu ne l'as fait jusqu'à présent avec Landix. Donc, les prochaines étapes, c'est l'Europe, c'est toute cette dimension-là. C'est de continuer l'Europe, parce qu'on est déjà présent, on est totalement opérationnel dans 3 pays. Hein. On est 81 personnes chez Landix. Il y en a une grosse quinzaine à Madrid, une grosse quinzaine à Milan. L'idée, c'est d'avoir assez vite une quinzaine de personnes aussi à Amsterdam, une quinzaine de personnes à Francfort. Donc, totalement opérationnel, on espère, dans 5 pays d'ici la fin de l'année, et totalement opérationnel dans 7 pays d'ici fin 2019. Toujours européen? Toujours européen. Là, on est en train d'essayer de créer un vrai leader en zone euro. Pourquoi pas américain? Pourquoi pas asiatique ou autre? Parce que notre fameux problème de poulet d'œuf, on peut le résoudre à partir du moment où on a des prêteurs qui sont dans la même monnaie. On a choisi l'euro, en l'occurrence, pour se développer. Puis pour des raisons réglementaires, on a un business qui n'est pas si international que ça, il est plus multilocal qu'international. C'est en même temps une très bonne nouvelle, sinon on aurait face à nous les grands leaders américains. Et comme dans pas mal d'industries du web, on se ferait laminer parce qu'ils sont costauds. Je pense qu'ils sont costauds. Je pense que ça fait longtemps qu'ils ont lu tout le bouquin. Ils sont complètement assimilés. Moi, j'ai lu beaucoup de bouquins américains pour écrire celui-là. Donc, l'inspiration est clairement américaine. Ils ont plus d'argent que nous. Ils sont totalement désinhibés, beaucoup plus que nous le sommes. Et on a pas mal d'Africains qui nous suivent, donc de pays de personnes issues de la francophonie. Ouais. L'Afrique, ça fait partie des perspectives de développement? Si tu m'apprends que c'est dans la zone euro, oui. Non, dans un second temps. Non, pas l'Afrique. Et tu as raison, parce que j'ai beaucoup de gens d'Afrique francophone qui me contactent, notamment via LinkedIn, en me disant moi aussi, localement, j'ai envie de faire des choses, je vois ce que vous faites, est-ce que vous pouvez le faire ensemble? Non, et puis avant, il faut rester focus. On a un focus qui est déjà un terrain de jeu qui est gigantesque, un marché qui est gigantesque, qu'on ne peut pas trop embrasser. Par contre, je peux qu'encourager des entrepreneurs africains. Ce qui se passe quand même pas mal de choses. Il se passe plein de choses, puisque tu parlais de nos actionnaires, Partech, qui a lancé un fonds dédié à l'Afrique. D'accord. Avec l'ancien patron de Google, Google Afrique, qui était basé à Dakar. Et donc, il y a plein de talents, il y a plein de choses à faire. C'est super, mais voilà, on a... C'est pas dans les cartons tout de suite. Là. Manque de bande passante. Compris. Merci beaucoup. Une petite question et d'autres questions, si vous en avez, pour Olivier, avant qu'on attaque l'objet vraiment de notre partenariat, la petite présentation d'Olivier. Est-ce qu'il y a un risque de réglementation pour Landix? Alors, la réglementation, effectivement, pour nous, c'était une clé de différenciation, d'innovation. Parce qu'en fait, pour l'instant, on est dans une régulation qui est là aussi multilocale, plus que pan-européenne. C'est-à-dire qu'on est régulé en France, on est régulé en Italie, on est régulé en Espagne. En France, c'est l'AMF et la CPR qui sont les régulateurs. En Espagne, c'est la CNMV, la Banque d'Espagne. En Italie, c'est la Consob et la Banque d'Italie qui peuvent nous contrôler. C'est l'AFM aux Pays-Bas. Donc, on est multi-contrôlé. Pour l'instant, on a plutôt la chance que la réglementation, en fait, c'est permis d'exister et de vivre. C'est cette fameuse déréglementation que j'évoquais en tout début de webinaire. Donc, c'est une opportunité. Comme toute opportunité, il y a un moment où elle peut se refermer. Pour l'instant, ça va plutôt dans le sens de plus d'assouplissement et notamment dans le sens de la création, enfin, d'un cadre au niveau pan-européen avec une réglementation unique. Bien évidemment, c'est un très beau projet, mais comme tous les projets qui sont au niveau pan-européen, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, je pense encore 18 à 24 mois, à minima, avant qu'on réussisse à avoir un cadre commun. D'accord, super. D'autres questions? J'en vois pas. On va peut-être passer à la présentation. Alors, juste pour introduire le sujet, et puis Jean-Baptiste et Olivier ont préparé une petite présentation.
Nous, on a été voir Lendix effectivement sur la problématique que tu évoquais tout à l'heure, et je t'ai contacté sur Twitter la première fois, qui était celle de financer les projets de nos clients, donc les projets de croissance de nos clients, les programmes qu'on vous a expliqués mardi dans le cadre de notre nouvelle offre plus d'une minute 30, qui sont des programmes qui vont de 5 000 € quand il s'agit juste de faire la stratégie, mais qui vont très vite, dès qu'on met en œuvre, commencent à 30 000 €, finissent à 200 000 €. Et on cherchait, on regardait les freins qu'avaient nos clients pour se lancer. Alors, et souvent, un des freins, c'est le financement. Où trouver l'argent? Effectivement, les banques n'étaient pas les bons partenaires pour financer ce type de projet parce que, comme le disait Olivier tout à l'heure, les banques ne financent pas des choses qui sont intangibles. Elles privilégient de financer de l'immobilier, du matériel, voire des travaux, ce type d'équipement. Elles ont quand même beaucoup plus de réticence à financer des sites web, comme tu le disais, à financer des relations presse, des stratégies d'acquisition marketing, que ce soit sur AdWords ou sur d'autres leviers médias. Et de facto, c'était toujours un investissement à faire en interne pour l'entreprise, et donc un investissement lourd et un choix, surtout qu'on est sur des programmes un peu globaux qui demandent une vraie prise de risque de la part de l'entrepreneur. Et là, on cherche à lui proposer une solution alternative pour lisser finalement cette prise de risque et pour voir dans des emprunts qui peuvent durer sur 5 ans pour étaler l'investissement de la première année et pour commencer à avoir du retour sur investissement et être capable après d'enchaîner, de continuer parce qu'il y a un vrai résultat. Donc c'est pour ça qu'on a été contacté, enfin que j'ai contacté Olivier sur Twitter, puis Olivier m'a présenté à ses équipes, Jean-Baptiste et Sébastien, et on a monté ce partenariat qui nous permet d'avoir une relation directe avec Lendix quand on a un client qui a un beau projet, qui respecte les critères que tu évoquais, plus de 250 000 € et être rentable. On sait qu'on peut transmettre le dossier à Lendix et on a un petit arrangement entre nous qui rend le projet moins cher pour notre client et plus sûr pour nous parce qu'il est financé, ce qui est pas mal aussi. Et ça permet de débloquer la vente et d'attaquer. Donc c'est un vrai bonus qu'on offre à nos clients, bonus permis par ce partenariat. Si tu veux mettre, Victoria, les 2 slides présentés. Ne quittez pas le webinaire, il n'y en a que 2. Ne vous sauvez pas. Et en plus, c'est beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées, mais ça permet de les rappeler. Mais pour les rappeler, effectivement, quand vous venez emprunter sur Lendix, vous venez emprunter des montants qui vont de 30 000 à 5 millions d'euros. Donc, de facto, on s'adresse à la fois à des petites entreprises, des grosses entreprises, mais pour des petits montants, jusqu'à des entreprises qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'on embrasse assez large. Avec ces 2 grandes conditions que je rappelle encore une fois, mais c'est 250 000 € de chiffre d'affaires minimum et une entreprise qui est rentable pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Le gros point fort, c'est que effectivement, vous avez des offres rapidement. Donc, si vous avez envie de passer à l'action, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour passer à l'action. Vous pouvez avoir une réponse ferme en 48 heures et votre cash en 7 jours. En confiance, on ne va pas vous demander une caution personnelle, même si c'est pour financer des recrutements, des choses qui sont intangibles sur lesquelles effectivement une banque ou nous-mêmes ne chercherons jamais à prendre un nantissement. C'est pas grave, on ne va pas vous demander pour autant une caution personnelle, ça c'est la clé. On ne va pas non plus vous demander une contre-garantie ou quelque chose qui peut prendre encore un temps supplémentaire à obtenir. Sans aléa, c'est très important parce que dans l'univers du participatif, pourquoi on insiste sur ce sujet-là, c'est que souvent des chefs d'entreprise disent ouais, mais si je vais sur la plateforme et je ne trouve pas mon argent à la fin. Et c'est vrai que sur pas mal de plateformes, ça peut arriver. Et puis ils ont surtout en tête les plateformes, tu sais, don contre argent. Oui. Donc tu fais un don contre contrepartie. Les Kickstarter. Où tu as un taux de réussite des projets qui est assez faible. Chez nous, il n'y a aucun risque de la sorte. Vous pouvez nous demander 5 millions d'euros le lundi matin et avoir le mercredi soir les 5 millions d'euros. Ça peut être en plein pont de mai, ça peut être pendant les vacances de Noël, il n'y a pas de problème. C'est financé quoi qu'il arrive. Et ça, c'est clé. Vous ne prenez pas un risque. À partir du moment où on s'est mis d'accord chez l'entreprise, plus nous, sur le fait que ce que vous voulez faire avec 1 minute 30, ça tient la route et votre entreprise a les moyens de rembourser, on part. Et voilà. Et transparence, c'est tout simplement savoir exactement à quel prix se font les choses. Donc, vous savez quel est le taux, quelle est votre mensualité. Il n'y a pas non plus de surprise sur le sujet. C'est pas une mise aux enchères. C'est pas. Et comment vous définissez le taux justement? On définit le taux en fonction de 2 choses. Le risque que représente l'entreprise. On fait un scoring. Ça, c'est une chose qui est assez importante, c'est qu'on a des dossiers qui sont donnés de A à C.
Donc, plus l'entreprise est risquée, bien évidemment, plus c'est cher. Également, plus la durée est longue, plus c'est cher. D'accord. Quand la durée est courte, une entreprise peu risquée, ce sera le taux le plus faible. Les taux, ils vont de 2,5% pour les moins élevés jusqu'à 9% pour les plus élevés. Donc, les plus élevés, c'est les dossiers les plus risqués sur les périodes les plus longues chez nous étant 7 ans. D'accord. Voilà. Et là-dessus, il y a un peu une négociation avec le il y a une marge, il y a toujours une marge d'appréciation, bien évidemment. Mais nous, on a une grille et on essaie de se tenir à cette grille. Donc, c'est une grille qui est objective et qui raconte des taux de défaut qu'on constate dans chacune des catégories. D'accord. Voilà. Donc là où on est particulièrement pertinent, c'est pour financer là c'est pas le cas d'une minute 30, mais financer des acquisitions, typiquement, vous voulez racheter un concurrent, racheter les parts d'un actionnaire minoritaire, vous êtes un restaurant qui a décidé de mener un plan d'action digitale, mais en même temps vous voulez acquérir un fonds de commerce à côté de chez vous, un nouveau fonds de commerce parce que votre restaurant en général, typiquement le genre de choses. Et ça, c'est des choses que les banques auraient pu financer, mais elles vont beaucoup trop doucement. Ouais, et encore que sur les fonds de commerce, elles sont plus réticentes. Elles deviennent de plus en plus réticentes. Mais sur des rachats de parts que tu évoquais déjà tout à l'heure. Oui, des rachats de parts. De toute façon, tout ce qu'on fait, les banques peuvent le faire, mais le font avec parfois moins d'entrain. D'accord. Un exemple, il y a un rachat de compte courant aussi. Souvent, le chef d'entreprise, c'est un grand classique. Vous voulez signer avec 1 minute 30 votre plan d'action, vous ne trouvez pas le financement auprès du banquier, vous faites quoi? Vous faites un petit compte courant, vous mettez les 30 000, 50 000 euros, vous va coûter votre projet, puis du je les récupérerai quand l'entreprise va mieux. La réalité, c'est qu'il n'y a plus personne pour vous financer quand l'entreprise va mieux. Parce qu'il y a, une espèce de moralité judéo-chrétienne qui fait que rembourser à quelqu'un un compte courant, si c'est pour aller financer du train de vie, c'est pas bien. Pourquoi ce serait pas bien? Si la personne, à un moment donné, elle a fait 10 fois de mettre des comptes courants dans l'entreprise. Tout à fait. J'en ai encore. T'en as encore. Voilà, j'ai trouvé un client. Maintenant que dans l'entreprise, tu m'as dit qu'elle était rentable, qu'elle fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires, c'est fait. C'est bien que tu as envie de rembourser des comptes courants. Ouais, c'est dans l'autre salle de bijoux que j'ai encore du compte courant. C'est encore un client qui hésite. J'en ai plus. C'est le moment. Mais j'ai des choses à investir. Pour financer la bijouterie. Voilà. Il nous reste combien de temps pour faire une vente? Pas plus longtemps, il manque 14h59, il faut qu'on accélère. Achat d'actifs, donc tous les investissements immatériels, on a très très bien couvert ce sujet. Les achats d'actifs matériels, c'est vrai que si vous voulez financer une machine-outil à Paris ou à Marseille, je pense qu'on n'est pas très compétitif. Si en revanche c'est pour le faire à l'étranger, là on a un vrai intérêt. Et je parlais des travaux, c'est vrai que parfois, notamment on le voit dans des entreprises qui achètent leurs locaux, que ce soit des locaux de production ou des bureaux dans le tertiaire. La banque finance très bien, elle ne finance pas forcément les travaux, donc on peut être là pour complément sur les travaux. Il y a une question de François, financez-vous les hôpitaux publics? Non, alors on finance que des personnes morales privées. On ne peut pas financer les administrations, le public, les mairies. On nous a déjà interrogé sur des financements de collectivités. Ça, on ne sait pas faire. D'accord. La slide suivante. Dans la slide, c'est une série d'exemples. Je vais vous en prendre juste deux qui sont intéressants peut-être. Groupe Paro, parce que c'est un gros montant, c'est le plus gros, 3 50 000 euros. Alors c'est pas Paro les drones. D'accord. Je crois que c'est Parrot. Bien Paro. Concessionnaire automobile qui fait 290 millions d'euros de chiffre d'affaires à Bordeaux, s'il y a des Bordelais qui nous écoutent, donc ils doivent connaître dans le coin. D'accord. Très beau concessionnaire automobile qui va acheter ses bureaux pour le montant de 3 50 000 euros. Il veut faire ça au mois de décembre 2017 et sa banque lui dit tout simplement désolé, j'ai plus de comité de crédit dispo avant le début de l'année, donc pas de transaction possible. Et la banque lui dit maintenant il y a une solution, c'est l'Endix. La banque nous envoie le dossier, on les finance 3 50 000 euros à un taux bien évidemment plus élevé que le taux bancaire. Mais eux, le deal qu'ils ont, c'est de retourner voir leur banque dans quelques temps pour se refinancer moins cher. Et c'est le deal aussi qu'on a, de manière tout à fait transparente. Et donc, ils pourront se refinancer sans aucune pénalité de remboursement anticipé, y compris en cas de rachat par la concurrence. Et donc, on a servi à faire la jointure. Et là, c'est vraiment l'impératif de vitesse. Et puis, BioBurger, qui est vraiment une société, on n'a pas allé la chercher loin. On est rue de la Victoire, au 94. Et BioBurger est aussi rue de la Victoire. C'est une entreprise qui fait d'excellents burgers. Je vous invite, si vous êtes là plutôt du côté du 9e notamment. Et là, c'était pour financer de l'expansion, nouveau fonds de commerce. Donc, on a accompagné cette entreprise. Mais ça peut être, je vais prendre quand même l'exemple d'Oracom, parce que Oracom, c'est de la presse spécialisée.
vraiment sur des thématiques ultra pointues. Et là, ce qu'on a financé, typiquement, c'est des dépenses en marketing et communication lors de lancement d'un nouveau titre. D'accord. Ils avaient l'émission, notamment, vous savez, Top Gear, là, sur les essais de voiture, l'émission anglaise, et ils ont fait la déclinaison du magazine Top Gear pour la France. Ils ont gagné cette licence. Voilà, et ben, il fallait faire le lancement du magazine. Typiquement, ça, c'est immatériel. C'est dans un secteur qui est la presse, dont raffolent pas les banques. Ouais. Même si c'est la presse spécialisée qui gagne de l'argent, c'est pas le quotidien, le quotidien grand public. Voilà. Et là, néanmoins, on arrive à prêter 1 242 000 €, ce qui n'est pas rien. Ouais, c'est un gros pari. Donc, un gros pari. Donc, grande variété dans les projets qui sont financés, en termes de montant, en termes de taille d'entreprise. Flow Burger, c'est peut-être la petite qui est là, mais il y en a eu bien plus petites qui ont emprunté sur l'ANIC. Ce sont des entreprises qui avaient deux salariés. Et encore une fois, c'est nous ce qu'on aime, on ne cherche ni à nous séduire que les grosses entreprises, ni que les petites. On est vraiment, on cherche à aider les TPE, les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Là-dessus, on partage cette vision parce qu'on a des très gros clients, d'ailleurs les premières capitalisations mondiales, mais on a aussi beaucoup de petits clients et c'est surtout pour les petits que l'Index va être utile parce que le très gros client en question. La première capitalisation mondiale, je ne pense pas que nous soyons une grande aide. Mais ce que j'ai lu dans la presse, ils sont très excellents. Voilà, ils n'ont pas de problème de cette nature. Mais pour les petits clients, au-dessus de 250 000 €, mais c'est quand même pareil chez nous. On travaille rarement avec des gens qui font moins de 250 000 €. Et on travaille, nous aussi, difficilement, mais pour d'autres raisons, avec des startups au tout démarrage, parce qu'elles sont trop portées par leurs équipes, qu'elles savent moins bien déléguer à des agences, et elles privilégient quand même de tout faire en interne. Donc c'est vrai qu'en termes d'alignement de cible, nos clients font plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas tous rentables dès maintenant, et donc ceux-là ne rentreront pas dans la cible, mais la majorité sont aussi rentables. Donc ça peut être ce pré-Landix peut être le déclencheur pour vous de programmes d'offres plus et de programmes d'hyper-croissance ou d'accélérer votre croissance avec notre accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat. Et si je peux rajouter une dernière chose pour conclure à 15h04, le point, c'est qu'il faut être très décomplexé avant de nous voir. D'abord, je pense que c'est aussi un point qu'on n'a pas évoqué, mais pour nous, l'emprunteur est un client. C'est-à-dire que quand vous venez demander un prêt chez nous, vous venez pas nous demander un service, c'est vous qui nous rendez un service, parce que c'est vous qui vous levez le matin pour payer et rembourser votre prêt et payer les intérêts. Donc c'est un état d'esprit qui est très différent, parce que ça aussi, il y a un phénomène, je vais chez le dentiste quand je vais chez le banquier, Effectivement, que vous n'avez pas en chez l'expert comptable. Bon, 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est digital. 7 jours sur 7. Il y aura quelqu'un pour traiter mon dossier. Intercom, je t'en parlais tout à l'heure. On parlait d'outils Intercom. On a un temps médian de réponse mi-jour, week-end compris de 7 minutes. Alors, ne me dites pas que vous appelez à 3h du matin et ne vous a pas répondu 7 minutes après. C'est un temps médian. Mais néanmoins, il y a toujours quelqu'un pour vous aiguiller. Alors, en tout cas, quand je t'ai contacté pour la première fois, je t'ai contacté, je crois, à 23h en semaine. Ça, c'est différent. Et tu m'as répondu sur Twitter le lendemain matin. Sur Twitter, j'assume le service 24 sur 24. Non, mais très bien. Sans community manager. Je suis vraiment hyper content de ce partenariat. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Hyper intéressant. S'il y a une dernière question, on peut la traiter, mais je pense qu'avec le délai de réponse, etc., ça va être difficile, vu qu'il y a toujours un petit intervalle de temps de transmission. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste aussi. Merci. Et Victoria. Wow, super.